La dernière fois, nous avons passé un long moment sur la question de la réitération et de la reprise du même. On est passé par la philosophie anglo-saxonne pour comprendre en même temps comment notre existence se constituait, l'idée de la fluidité du temps chez Locke tel qu'on l'a vu, avec la figure des deux personnages, Socrate éveillé, Socrate endormi, sont-ils les mêmes? Je pense que c'est une manière structurelle de penser aussi la série comme sujet, c'est-à-dire comme principe individuel. Alors, j'ai beaucoup réfléchi, parce que ça m'arrive parfois, j'ai beaucoup réfléchi à cette idée d'individuel. Ne correspond pas effectivement à ce qui se passe dans la série. C'est pas un principe d'individuation. L'individu en tant que tel, pourrait-on dire, vous pensez à la propriété indivise, pardon, c'est ce qui est inséparable, c'est ce qui se constitue comme une unité. Et il se trouve qu'aujourd'hui, alors quand je dis aujourd'hui, c'est un long processus historique, on aura à revenir là-dessus sur cette notion d'aujourd'hui ou d'actuel dans la conclusion qu'on fera dans la dernière séance. L'individu n'est plus cette personnalité autonome, insécable, telle qu'on a pu la définir dans la philosophie. Et la série ouvre à une individuation sérielle. Alors je préfère, au terme d'individu, le terme d'exemplaire. Alors pourquoi ce terme d'exemplaire? C'est une manière de faire la ressaisie un peu de ce qu'on a vu la dernière fois. Pourquoi ce terme d'exemplaire? Il est doublement intéressant puisque, à un moment donné dans l'histoire du langage et dans l'histoire de la littérature ou des formes narratives, il a existé une forme qu'on appelait, en utilisant le terme latin, les exempla, dont un des modèles, pourrait-on dire, c'est la vie des saints, telle que Voragine, avec la légende dorée, la donne. Donc c'est à la fois le modèle, mais en même temps l'unité biographique d'un personnage. Et l'unité biographique d'un personnage, elle est à construire. Et c'est la narration qui le fait. Donc en tant que telle, la notion d'exemplar, elle m'intéresse là-dessus, parce qu'elle produit une forme de... Puisque exemplaire veut dire, en termes d'exemplar, veut dire une forme de récit, une narration qui sert de modèle existentiel aux personnes qui le disent, mais elle signifie aussi la notion d'exemplaire. On le voit bien dans puisque c'est à partir du 1808, je crois que c'est Cabanis, donc un des idéologues français, qui introduit ce terme-là dans la science. Qu'est-ce que c'est qu'un exemplaire? C'est chacun des individus d'une même espèce. Donc nous sommes chacun d'entre nous, par exemple, des exemplaires de la notion d'homme. Donc on est des items, enfin le terme item ne va pas puisqu'il est plutôt mathématique, mais nous sommes des éléments individuels, alors avec la restriction que j'ai mis au mot individuel, mais nous sommes chacun des individus d'une même espèce, etc. Par extension, un exemplaire, c'est devenu, et c'est peut-être aussi intéressant de le penser par rapport à la série, la même chose. Donc l'exemplaire d'un catalogue renverra peut-être à la notion de standardisation, d'un standard. Un exemplaire, c'est un modèle standard ou un objet standard qu'on va retrouver répété, etc. Alors voilà, peut-être que plutôt que de parler d'individu, il faudrait penser l'exemplarité. Alors l'exemplarité, ça fait bizarre, puisqu'en français, ça prend une autre connotation, mais cette notion d'exemplaire, elle me semble d'autant plus intéressante, puisqu'elle nous permet de repenser l'identité de la différence, ce dont on a parlé la dernière fois. Qu'est-ce que c'est qu'être identique alors qu'on est dans une altération ou dans une différence? C'est l'enjeu de différence et répétition dont on a un peu parlé dont on a parlé de Gilles Deleuze. C'est l'enjeu même de la série, puisqu'elle se rejoue. Cette idée de se rejouer, on en a déjà parlé, aussi également comme un refrain musical, et cette notion de refrain m'intéresse, puisqu'elle se construit aussi comme une forme narrative. On a attaché beaucoup d'importance, c'est une manière de faire ressaisie, je le rappelle, on a attaché beaucoup d'importance à la notion d'épisode comme étant une forme structurelle de la tragédie grecque, ce moment où le cœur vient parler, énoncer, réénoncer ce qui se joue dans la narration. Comme dans le refrain, dans la chanson, où la rengaine vient rejouer quelque chose. Donc ça me semble important de reprendre ces éléments, plutôt que de parler d'individus,
pour la série. Chaque épisode n'est pas une individualité, mais est plutôt un exemplaire. Alors, ça pose bien l'enjeu de ce qu'on a vu, hein. Qu'est-ce que c'est qu'être identique dans la différence? Et pourquoi la série nous répète toujours, ou nous ressasse-t-elle toujours la même chose? C'est notre question de répétition, de réitération. On pourrait dire, alors je réutilise Deleuze, mais à propos de Gerasim Lucas, on pourrait dire que la série est un pur bégaiement. Elle ne cesse d'annoncer la même chose. Bon. Je reprends la formule que j'avais utilisée au cours inaugural de cette année, qui vient d'une chanson d'Edith Piaf. C'est toujours la même histoire. La série nous rappelle, ou nous redit, ou nous rejoue toujours la même histoire. On l'a vu, je le redis différemment parce que ça me semble important, c'est ce qui fait que la série peut ne pas avoir de fin. À la différence du roman, à la différence de l'épopée, la série ne peut, alors plus exactement, en étant précis sur les termes, la série peut ne pas avoir de dénouement. Elle a une fin, c'est-à-dire qu'elle a une frontière qui est un horizon, on en a parlé, indéfini dans le temps à venir. Donc ce qui manifeste une forme d'attention particulière à ce qui arrive. Et dans ce bégaiement se rejoue toujours la même chose. On en est toujours au commencement de l'histoire. On n'en est jamais au dénouement. Et si je fais cette distinction entre fin et dénouement, c'est qu'il n'y a pas d'intrigue dans la série. Malgré ce qu'on croit, en tant que spectateur, en tant que personne qui aimons les histoires, il n'y a pas de dénouement parce qu'il n'y a pas d'intrigue dans la série. Il n'y a que le pur commencement. C'est bien le problème que pose la série. C'est qu'elle s'intéresse, avons-nous dit, à quelque chose qui arrive, elle est de l'ordre de l'événement, mais d'un événement vide de contenu. Il arrive qu'il arrive, pourrait-on dire. Je l'ai déjà dit, j'ai déjà joué sur cette formulation. Il arrive qu'il arrive qu'il arrive. C'est ça la série. Chaque épisode de la série, ou chaque exemplaire de la série, rejoue le même modèle, la même trame narrative, c'est toujours la même histoire. La question sera de savoir pourquoi on s'intéresse toujours à cette répétition du même. On a vu la dernière fois, on a vu qu'elle était peut-être altérée. On a fait une comparaison avec la modulation en musique, ou les modes plus exactement, la modalité en musique. C'est peut-être cette altération qui fait qu'on s'y intéresse. Peut-être est-ce lié à autre chose. Je fais cette reprise pour en arriver là, hein, à ce que je vais vous dire tout de suite. Peut-être est-ce cette autre chose, cette légère variation qui nous intéresse, qui sollicite notre curiosité et qui modèle d'une certaine manière notre attention. Nous sommes soucieux de voir la légère différence dans ce bégaiement. Et ça produit du sens. Je reprends, alors je ne mets pas à la même hauteur la poésie de Gerasim Lucas et la série télévisuelle, loin s'en faut, mais dans le bégaiement de Gerasim Lucas émergent des variations et des différences, des polysémies, des polyphonies, des polysignifications, une multiplicité de significations qui interrogent l'événement. Alors, la différence fondamentale entre la poétique de Gerasim Lucas, c'est que ce qui est interrogé, c'est le contenu. C'est le contenu de l'événement. Dans la série, c'est pas nécessairement le contenu de l'événement qui est interrogé. On pourrait dire c'est sa forme d'apparition. Donc c'est le côté genre ou génératif de la série qui nous intéresse. Voilà. Alors, ça suppose deux choses. Et c'est pour ça que ça s'inscrit dans cette dimension de réflexion sur les formes récits contemporaines. Ça nous dit deux choses, ça, ce que je viens de vous raconter. On va voir qu'il y a un autre aspect qui est extrêmement important, celui de la séance d'aujourd'hui sur l'illusion rétrospective du vrai. Mais ça nous dit une chose. On est dans une certaine attitude et dans une certaine attente de la série. On en a déjà parlé, elle provoque elle-même aussi, par la notion de suspense ou de circonstances événementielles à l'intérieur de la narration, ce désir de revenir à la série. Alors, deux mots importants, désir et attention.
qui sont des modèles extrêmement importants pour comprendre ce qu'est la série. La série capte notre attention, et en même temps qu'elle capte notre attention, elle capte notre désir. Notre désir que quelque chose arrive, qui est déçu, qui va produire de l'attente, que ça vienne. C'est pour ça qu'en tant que tel, il n'y a pas de dénouement, il n'y a pas de désintrication. On ne défait pas le nœud de l'intrigue, mais on le reconduit sans arrêt dans la série. C'est toujours je reviens sur cette expression, c'est toujours la même histoire. Donc, désir et attention, ce sera des choses qui seront importantes. Et c'est en tant que tel, on verra ça dans la dernière séance, c'est en tant que tel, c'est une forme idéologique. Alors, la série. Alors, idéologique, je rappelle la signification qu'il faut donner, qu'il faut entendre plus exactement, parce qu'il ne s'agit pas d'imposer une définition. L'idéologie, dans le cadre de ce que l'on travaille, c'est la mise en forme du monde. C'est pas le discours de propagande tel qu'on nous le dit, ah, vous avez des points de vue idéologiques, tu es un idéologue, etc. C'est la mise en forme du monde. C'est comment on construit, pourrait-on dire, un discours ou une forme adaptée à une relation au monde. C'est bien en cela que la série nous intéresse. Elle nous intéresse parce que, apparemment, c'est la forme, je dis bien apparemment, c'est la forme prédominante actuellement pour saisir ou pour capter ou pour donner des formes significatives à notre monde. J'en suis pas sûr. Hein. Quand je dis j'en suis pas sûr, c'est une forme rhétorique, pourrait-on dire. Il est certain pour moi, et je renvoie encore une fois à au rappel que j'avais fait de Walter Benjamin, oui, la série, elle est purement informative. Et l'information qu'elle nous donne, c'est que nous sommes bloqués dans un temps présent et que ce temps présent, on a du mal à le penser. Alors on n'est pas sur une image à l'arrêt, pour refaire référence à Walter Benjamin, on n'est pas sur l'image dialectique à l'arrêt, celle qui met en suspension le temps et qui nous permettrait de penser la nature même de l'événement qui arrive dans le temps. Dans la série, on est plutôt je reprends cette expression, dans le bégaiement du temps. On va voir que ça a une influence considérable sur la manière dont on regarde les séries. On les regarde pour voir se rejouer le même sens, se rejouer les mêmes actions. J'ai presque envie de dire, et encore là, une autre référence à la littérature, mais c'est important ces références à la littérature, puisque les séries sont parcourues de références à la littérature. On est un peu dans le théâtre baroque, où la scène où dans les pièces de théâtre baroque, il y a toujours, souvent, une scène de théâtre qui vient mettre en abîme la situation. Bon, on trouve ça chez Calderon, et on pourrait dire dans le théâtre baroque anglais, on trouve ça aussi chez Shakespeare. Voilà, il se joue quelque chose à l'intérieur qui nous montre, etc. Et qui nous bloque. Et c'est là où il y a l'effet de bégaiement et l'effet de retournement à l'infini de la même situation. Ça se rejoue. Alors, je vais faire une comparaison plus cinématographique. Vous pensez à la dernière scène de La Dame de Shanghai, où joue Orson Welles, il n'est pas d'Orson Welles ce film, où joue Orson Welles, avec la scène des miroirs. Se renvoie à l'infini, etc. Et il faut à un moment donné briser le miroir. La série ne brise jamais le miroir. Elle nous renvoie à l'infini, toujours le même événement. Non pas le même événement dans son contenu, mais la même forme d'événement. Donc chaque série aura sa spécificité de forme d'événement, bien entendu. Mais en même temps, ça me semble important de rappeler ceci, parce que ça nous renvoie à une attitude psychologique de lecture. Deuxième élément, qui est dans ce que nous avons vu, qui me semble important de rappeler, c'est la structure répétitive. On vient de parler de bégaiement, mais structure de répétitive comme scansion. Une fois, une fois, une fois, une fois. Ce n'est plus dans la narration le « il était une fois » qui inaugure un récit qui, lui, va avoir un dénouement. Dans les contes, c'est « ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants », pourrait-on dire. Là, on est dans le « une fois, une fois, une fois, une fois, une fois, une fois ». Il arriva qu'une fois, si vous voulez. Si vous avez l'image derrière, qu'est-ce qui s'est passé
qui est utilisé par Gilles Deleuze dans 1000 plateaux, Gilles Deleuze et Félix Guattari dans 1000 plateaux pour rendre compte de la nouvelle. La série, c'est qu'est-ce qui se passe, non pas qu'est-ce qui se passera, non pas qu'est-ce qui s'est passé, mais qu'est-ce qui se passe. Et la répétition et la reprise et la ressaisie du qu'est-ce qui se passe. Voilà. On en trouve un exemple dans ces formes de séries qui sont des virgules télévisuelles. Je prends des exemples un peu datés, un gars, une fille, les histoires de couple qu'on peut voir à la télévision, etc., qui sont effectivement, c'est qu'est-ce qui se passe, et qui sont en fait comme des plaisanteries répétées par le même abruti. C'est pas péjoratif, le même abruti, c'est une référence à Shakespeare. It's a story told by an idiot, full of sound and fury. Voilà, la personne qui répète la même histoire. La même chose, ce que je fais d'ailleurs, puisque je ne fais que répéter ce que j'ai déjà dit là depuis un moment, de tourner autour de cette chose-là. Donc c'est cet annonnement-là que nous dit la série. Et ce qui est fort, et ce qui est peut-être ce qu'il nous faudra finalement en conclusion interroger, c'est comment cette cette structure idéologique, donc cette mise en forme du monde, prend à un moment donné un contenu que moi j'appellerais une espèce de forme de philosophie de l'histoire. Peut-être que, en reprenant un peu par parallélisme la formule de Louis-Ferdinand Céline, si l'amour est l'infini pour les caniches, la série télévisée, la philosophie de l'histoire de l'homme ordinaire. Et on va revenir là-dessus, parce que c'est vraiment une chose importante, cette idée, parce qu'on tourne autour de l'événement depuis le début, on a inscrit des formes temporelles répétitives, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire qui se rejoue? Qu'est-ce que c'est que ce blocage de l'histoire? Je ne suis pas un tenant, et il n'est pas question de dire que les séries viennent comment dire, supplanter cette idée que l'histoire aurait atteint sa fin, là. Fukuyama, etc., tous ces penseurs qui pensent une fin de l'histoire. C'est pas ça. Quand je parle de philosophie de l'histoire, c'est que on est dans un moment où on cherche les outils conceptuels pour penser le monde, que ces outils conceptuels, je l'ai déjà dit, sont de plus en plus complexes, et que ces outils conceptuels, à un moment donné, il faut arriver à les faire basculer sur des modes existentiels. Ça, c'est bien beau d'avoir des concepts, mais s'ils ne nous servent pas à vivre, pourrait-on dire, voilà. Et je pense que la série a été pour certains, hein, pas pour toutes les séries, outre le côté divertissement qui est lié à l'attention et au désir d'attention dont on aura à revenir dessus, que la série est pour un certain nombre de personnes, dans la réception qu'ils en ont, je ne dis pas que c'est le désir des producteurs de séries, mais dans la réception qu'ils en ont, un modèle existentiel. C'est pour ça que je suis revenu sur le mot d'exemplar ou d'exemplaire, etc. Il y a même eu une série dont j'ai oublié le nom, qui rejouait l'existence des individus par rapport à des fragments télévisuels ou à des fragments cinématographiques. Le personnage se trouvait dans une situation, et pour résoudre cette situation, il faisait appel à sa mémoire cinématographique et télévisuelle, et il revoyait une scène d'un film qui lui permettait de construire la solution à son problème. Le MacGyver, si je puis dire, en faisant référence à une série, qui lui réutiliserait la fiction, la narration, pour construire son existence. Peut-être que la série nous propose ça. Je vous propose de garder ça en tête pour notre dernière séance, essayer de donner une saisie. Alors, cette idée d'exemplaire conduit aussi, puisqu'il y a exemple, à rejouer cette question de quelle est l'unité de mon existence qu'on a rencontrée avec les exemples de Locke, de l'empirisme anglais. Alors, ce qui est intéressant, là, ça va nous renvoyer à cette question d'attention, c'est que la série, comme elle n'a pas de contenu propre, qu'elle est événement vide d'événements, si je puis dire, elle nous amène en tant que spectateur, dans une théorie de la réception, à reconstruire ce qui s'est joué.
D'où le titre de cette séance, l'illusion rétrospective du vrai, qui est une reprise d'une expression d'Henri Bergson, qu'il utilise à plusieurs reprises. Il l'utilise dans La pensée et le mouvement, qui est un recueil d'articles. Et il l'utilise dans Les deux sources de la morale et de la religion. Alors ça consiste en quoi ce qu'il appelle, lui, plus exactement, mouvement rétrograde du vrai. C'est qu'à un moment donné, on établit, pourrait-on dire, comme s'inspirant de la philosophie anglaise, comme le dit Hume, la question c'est de savoir si le soleil se lèvera demain. Donc le soleil se lève demain parce qu'il s'est levé hier, grosso modo. Donc je reconstruis une relation de causalité par rapport à un événement présent, par quelque chose qui arrive de présent, et je vais en donner la cause ou l'origine ou la source dans l'événement passé. Et je reconstruis une unité. Hume comme Bergson disent, il y a comme une crainte derrière. Bon, c'est pas le même registre de crainte. Pour Hume, c'est une crainte plutôt de l'ordre psychologique face à qui produirait de la discontinuité, de la disparité dans le monde, et donc la disparition de la subjectivité ou de la constitution de la consistance, pourrait-on dire, ou la cohérence du sujet humain, de la conscience humaine plus exactement. Donc, voilà. Il y a cette inquiétude-là du côté de chez Hume, qui est quand même présente aussi dans les séries. Chez Bergson, le problème est différent. S'il dénonce, entre guillemets, l'illusion rétrospective du vrai, ce que j'appelle l'illusion rétrospective du vrai, que lui qualifie de mouvement rétrograde du vrai, s'il la dénonce, c'est parce que lui, ça lui pose un problème à l'égard de la liberté humaine. Si on reconstruit une origine à des événements qui arrivent dans le présent, est-ce qu'il est possible qu'il existe un acte vraiment libre? Si on définit l'acte libre comme étant l'acte indéterminé, sans causalité, celui qui surgit, etc. Alors c'est d'autant plus intéressant parce que pour Bergson, c'est un vrai... Bon, philosophiquement, hein, on va revenir à ce qui nous intéresse de cette analyse-là, c'est un vrai problème pour Bergson, cette question de la liberté de l'homme, puisque toute sa philosophie est quand même une philosophie, entre guillemets, fondée sur la liberté, construite sur la liberté. Et qu'est-ce que c'est qu'un acte moral? Puisque un des textes, c'est les deux sources de la morale et de la religion. Qu'est-ce que c'est qu'un acte moral? Sinon un acte véritablement libre. S'il est déterminé, il n'est pas moral. On pourrait retrouver une influence kantienne chez Bergson. L'acte moral et l'acte libre. Donc, c'est quelque chose d'important, puisque cette question de la liberté est aussi pose indirectement la question de la nouveauté. Qu'est-ce que c'est qu'un acte vraiment nouveau? Pas inédit. Parce que Bergson fait une distinction, pas dans ce texte-là, les deux sources de la morale, ni dans La pensée et le mouvement, il fait une distinction entre la nouveauté et l'inédit. L'inédit, c'est la configuration où il nous semble que ça apparaît pour la première fois. La nouveauté, c'est la pure apparition. C'est la pure première fois. L'inédit peut supposer des circonstances qui amènent à ce que des choses déjà existantes se configurent d'une autre manière. Vous le voyez bien, d'ailleurs, la télévision, avec les séries, nous fait le coup de, en changeant simplement le programme, de nous dire, voilà, un épisode qu'on a déjà vu, ou des séries qu'on a déjà vues, qu'on voyait le lundi, si je puis me permettre, pour faire comprendre cette idée, qu'on voyait le lundi, il la déplace le jeudi et il qualifie de « Ah, on va vous passer une série, c'est inédit. On a juste changé la configuration, les circonstances de perception des choses. » Voilà. Peut-être que parce que les programmateurs pensent que les gens qui regardent la télé le lundi, c'est pas les mêmes que ceux qui la regardent le jeudi. Donc on nous dit, voilà, c'est inédit. C'est juste circonstance. La nouveauté pure et apparition radicale d'une première fois.
Donc je pense que cette distinction, elle est extrêmement importante pour la série. Elle nous renvoie encore à une idée du temps. Bon. Mouvement rétrograde du vrai, c'est aussi la manière de penser. Donc si on pense en termes de mouvement rétrograde du vrai, c'est aussi une manière de penser, donc je disais, une détermination, voire même une destination de ce qui nous arrive. Un des philosophes pas avec, puisqu'il est antérieur à Bergson qui a pensé ça, c'est Leibniz. Et même, on va voir, antérieurement, quelqu'un l'a pensé aussi, mais différemment. Alors, Leibniz, qu'est-ce qu'il nous dit? Tout ça pour bien comprendre ce que c'est que le mouvement rétrograde et pour pouvoir comprendre en quoi ça nous intéresse pour la série. Leibniz, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, à un moment donné, dans les nouveaux essais sur l'entendement humain et dans le discours de métaphysique, il nous dit il y a des choses en nous, enfin entre chaque sujet, qui arrivent nécessairement et d'autres qui arrivent de manière accidentelle. Pour Leibniz, ce qui arrive nécessairement, c'est ce qui est déterminé par Dieu. Je fais simple, hein, je radicalise les positions, c'est ce qui est déterminé par Dieu. Donc par une raison au-delà de nous. Mais en même temps, l'infinité de Dieu fait qu'il est capable de penser pour un même individu que ce qui est nécessaire devienne, pourrait-on dire, contingent, accessoire ou aléatoire. Ce que Leibniz traduit en disant « il se peut », en prenant un exemple historique dont je vais vous parler, il se peut que César franchisse le Rubicon. Il n'écrit pas en latin, alors je ne vais pas le citer en latin, mais il n'écrit pas « il se peut que César franchira le Rubicon ». Il utilise le subjonctif comme un conditionnel, comme une possibilité. Donc Dieu est celui qui voit toutes les possibilités et qui, à un moment donné, en détermine une, on connaît la proposition, selon le meilleur des mondes possible. Donc il devient nécessaire après coup que César franchisse le Rubicon. Ce n'était pas déterminé au moment où César était devant le Rubicon, ça l'est déterminé dans la logique du meilleur des mondes, dans l'esprit de Dieu, mais au moment où il devait franchir le Rubicon, enfin où il se trouvait face au Rubicon, il n'était pas sûr qu'il franchisse le Rubicon. Il y avait, selon Leibniz, dans l'esprit de Dieu, une multiplicité, on ne va pas exagérer, mais on va le dire quand même, une multiplicité de possibilités qu'il fasse autre chose. Logique des modalités, pourrait-on dire, on pourrait dire, voilà, A est là, A va-t-il entraîner nécessairement B? L'illusion rétrospective, et chez Leibniz et chez Bergson, consisterait à dire que puisque B est arrivé, alors c'est lié à A. On inverse le rapport de causalité, puisque pour nous, le rapport de causalité, c'est d'abord la cause et ensuite l'effet. L'effet devient premier par rapport à la cause. C'est ça aussi, l'illusion rétrospective du vrai. Ça, c'est l'illusion rétrospective du vrai, pourrait-on dire, dans la prédestination leibnizienne et dans la question du choix. Ce à quoi, d'ailleurs, les héros de série sont sans arrêt, de la plupart des séries, sont sans arrêt reconduits. Il y a un événement, il m'arrive quelque chose, ou il arrive quelque chose au personnage dans la série, et il va reconstruire un ordre de continuité et de logique. Souvenez-vous de la trame que je vous ai dite, il n'y a pratiquement pas trop d'histoire, de structure d'histoire. Il arrive un événement, et il arrive quelque chose, pas un événement. Il arrive quelque chose, et tout l'épisode de la série consiste à reconstituer la logique de ce « il arrive que ». Quel que soit que ce soit du policier, de la science-fiction, du politique, de la psychologie, du feuilleton ou de la série psychologique, c'est « il arrive quelque chose » et il faut reconstituer l'unité de tout cela. Et cela se résout à la fin de l'exemplaire, puisqu'on a dit qu'on emploierait ce mot, cela résout à la fin de l'exemplaire et ça donne unité et consistance à ce qu'on a vu. C'est peut-être pour ça, hein. Certains appelleraient ça suspense, moi j'appellerais plutôt ça maintien de l'attention.
c'est pas vraiment ça le suspense, mais c'est plutôt un maintien de l'attention. Et un maintien de l'attention pour une raison particulière, c'est quel sens a ce quelque chose qui arrive. Et c'est ce qu'on attend finalement des séries. Alors, vous comprenez pourquoi je vous parle de l'illusion rétrospective du vrai. Aussi bien le personnage et la logique narrative est dans cette illusion rétrospective du vrai, mais le spectateur ou celui qui regarde est aussi dans cette logique d'illusion rétrospective du vrai. Ce qui pose un problème. Je vous l'ai dit, rapport de causalité inversé, la cause qui était première devient seconde, et l'effet qui était second devient premier. Ce qui pose un rapport de manière de penser notre... J'allais reprendre le mot rapport, mais ce qui pose le problème de notre relation et de notre rapport au monde. Donc, première perspective, hein, il se peut que César franchisse le Rubicon. Mais en faisant une faute volontaire de français, il se peut aussi que César franchit le Rubicon. Qu'il franchisse, c'est une ouverture sur l'avenir et ça nous ramène à la position de l'illusion ou du mouvement rétrograde du vrai. Il se peut qu'il franchit le Rubicon, on est dans la notion d'événement pur, qui pose problème aussi bien à Leibniz qu'à Bergson, on verra ça dans un instant, à Aristote. On est dans le pur présent. Et qu'un événement qui arrive mette en cause, alors c'est là où c'est extrêmement intéressant, qu'un événement qui arrive mette lui-même en cause les conditions de possibilité de son arrivée, c'est quelque chose d'assez inédit. Il se peut que César franchisse le Rubicon. C'est-à-dire qu'au moment où l'acte se fait, il est lui-même en suspension dans les possibles. Il est lui-même hypothéqué. C'est la deuxième manière. Troisième manière de penser l'illusion rétrospective du vrai, et vous allez voir que c'est un espèce de retournement paradoxal, c'est celle, pourrait-on dire, des futurs contingents d'Aristote. Donc on a parlé du illusion rétrograde, donc se renvoyant au passé, et là on va avoir une illusion rétrograde qui nous envoie vers l'avenir. Il se peut que, je reprends l'exemple de Leibniz en le déclinant de différentes, il se peut que César franchira le Rubicon. C'est aussi là aussi une faute de français, mais ça dit bien les rapports. Le franchira est plutôt de l'ordre du futur antérieur. Peut-être qu'il aura franchi, je ne sais pas, peut-être que ce serait mieux de parler au futur antérieur, il aura franchi le Rubicon. Il se peut que César aura franchi le Rubicon. Mais c'est qu'au moment où il franchit, où l'acte se fait, il ouvre à un avenir qui va être déterminé. Et là, on a trois modalités d'illusion rétrograde du vrai. Celle qui se donne comme un possible, forme subjonctive, hein, par rapport à l'exemple que je prends, forme subjonctive. Celle qui se donne comme une modalité du présent, forme du présent de l'indicatif. Et celle qui se donne comme une ouverture ou comme une constitution d'ouverture vers l'avenir, forme future, ce que Aristote lui appelle les futurs contingents. Donc on a la prédestination leibnizienne, le mouvement rétrograde du vrai bergsonien, et on a les futurs contingents d'Aristote. L'exemple que prend Aristote, c'est la bataille navale aura-t-elle lieu demain ? Ou arrivera-t-elle demain ? C'est l'exemple classique dans la philosophie de ces choses-là. Et en fait, dans ce qui nous intéresse par rapport à la série, c'est ce moment de suspension, c'est ce rapport à la suspension au temps. Là, la dernière fois, on a parlé de formes d'identité psychologique ou métaphysique du sujet. Dans la série, il y a aussi une suspension, un rapport spécifique au temps. On est dans une forme de modalité de rapport au temps qui est de l'ordre du présent. Alors, du présent selon ces trois modalités. Présent possible, présent actuel et présent virtuel, pourrait-on dire. La série nous met en face de ça. Et donc, c'est une manière, dans ce présent, de construire des significations et des orientations, de construire des déterminations de sens dans les événements qui nous sont, ou dans les actions qui nous sont présentées dans la série.
C'est en ça peut-être qu'elles peuvent servir d'exemplar, d'exemplaire au sens moral du terme, et comment dire, oui, de modèle d'existence et de modèle d'expérience. Alors, j'ouvre une parenthèse qui n'en est pas vraiment une, qui est une continuité, mais construire les rapports à ça. Il y a déjà eu une expérience comme ça dans l'histoire de la littérature et l'histoire de la pensée qui correspond à ce qu'on vit avec les séries télévisées ou avec cette notion de série sur laquelle on travaille. Je prends des exemples qui viennent un peu de ma culture, mais je pense que c'est valable aussi. Je vous ai cité tout à l'heure Voragine, la légende dorée. Ça ne correspond pas vraiment à ma culture, puisque c'est un texte essentiellement religieux. Dans l'histoire de la philosophie, il y a quelqu'un qui a été un inventeur des séries. Petit moment de suspense, capter l'attention du public. Il y a eu c'est un historien de la philosophie qui raconte l'histoire de la philosophie comme une série. Cet auteur s'appelle Diogène Laërce, un peu oublié. Alors nous, dans la philosophie, dans l'histoire de la philosophie, il est considéré avec mépris. On a même inventé un mot pour qualifier ce type de récit, doxographie, écriture des opinions. On sait très bien que la philosophie n'aime pas beaucoup les opinions, etc. J'en veux à la philosophie d'en vouloir à Diogène Laërce, parce que Diogène Laërce invente une forme narrative particulière. Plutôt que de nous raconter les théories philosophiques ou de les reconstituer, il nous raconte des petites histoires, les petites histoires des philosophes. Platon, alors voilà, il a raconté, il décide de raconter l'histoire de la philosophie, donc il écrit à peu près au IIIe siècle, d'après ce qu'on sait, il écrit au IIIe siècle après Jésus-Christ, et donc il raconte depuis la naissance de la philosophie jusqu'à son temps présent, l'histoire de la philosophie sous forme sérielle. Et ce qui l'intéresse dans les séries, c'est les événements qui arrivent aux philosophes. C'est pas tant les doctrines et les théories, c'est pas les systèmes, c'est ce qui leur arrive dans la vie. En fait, il raconte la vie des philosophes, et il raconte pas la vie des philosophes en reconstruisant une biographie, en homogénéisant la vie des philosophes, il raconte l'hétérogénéité de leur existence, ce qui lui permet d'amener au cas par cas les concepts ou les idées philosophiques qu'il développe. Et ça se lit comme une série. S'il y a un producteur de télévision, on peut faire une série télévisée, Vie, sentence et opinion des philosophes, illustre. C'est comme ça que s'appelle le recueil de Diogène Laërce. Donc on a cette sériation, on va penser et on va raconter la philosophie par des moments de vie. Il n'y a pas d'unité. Parfois, le lecteur est déboussolé parce qu'on passe, il nous dit Platon est en Sicile à tel moment, il raconte une anecdote, ça lui permet de parler de tel rapport, du rapport politique de Platon, oui, du rapport de la philosophie politique de Platon. Puis à un moment donné, il va parler voilà, il a mangé avec un tel, et ça lui permet de parler d'autre chose. Donc il n'essaye pas de reconstruire. Voilà, on est en face de quelque chose qui est assez intéressant. Un montage mosaïcal, pourrait-on dire. Peut-être que c'est quelque chose qu'il faut penser aussi pour la série. On est face à un montage mosaïcal de la philosophie. Premier exemple. On est toujours dans ma parenthèse. Deuxième exemple. Et vous allez voir que peut-être, puisque le nom est plus connu en général, ça va avoir un effet d'éveil sur ce qui m'intéresse de vous dire, c'est Giorgio Vasari, la vie des plus illustres peintres, qui est le moment où l'histoire de l'art se met en place, et qui est le récit, depuis Giotto jusqu'à Michel-Ange, je crois que c'est la dernière vie, jusqu'à Michel-Ange de l'histoire de l'art. Pareil, même principe. La vie est racontée par des anecdotes. Dans les deux cas, effet mosaïcal. Giotto se met à la peinture parce qu'il rencontre, alors qu'il était en train de tracer au sol, je suis en train de faire de la mythologie, je ne me souviens plus exactement du texte de Vasari, mais c'est des petits moments comme ça qui racontent
etc. C'est quand même intéressant hein, que l'histoire de l'art ou que l'histoire de la philosophie, c'est-à-dire que la ressaisie, à un moment donné, fonctionne par des anecdotes. Je dis ça parce que anecdote, c'est une des modalités de l'événement. C'est une des manières de penser l'événement. Et je crois que l'intérêt qu'on a pour les séries, c'est leur côté anecdotique. Le fait qu'elles mettent en place des événements insignifiants qui vont être à un moment donné sursignifiés par nous. On va leur donner plus d'ampleur. Ça pose une question. Hein. A-t-on des éléments assez forts pour nous permettre de construire ou d'avoir un sens, je reviens à l'expression que j'ai utilisée tout à l'heure, dans notre relation au monde? L'insignifiance de la série, elle est significative de notre absence de sens donné au monde. L'attention qu'on y porte, elle est signifiante peut-être, ou révélatrice, on va prendre plutôt l'idée de symptôme, elle est révélatrice d'une absence de possibilité de construire une signification au monde. Alors c'est pour ça qu'elle nous concerne très actuellement. Dans une des séances précédentes, je vous ai dit, n'oubliez pas, on a un vrai problème aujourd'hui. Notre problème, c'est la cohérence et la consistance qu'on peut donner au monde. Que les théories philosophiques, que les théories scientifiques, que les théories religieuses ne nous suffisent plus, etc. Ce que j'avais appelé, en reprenant Lyotard, la disparition des grands récits. Et qu'on était en train d'inventer, et peut-être de découvrir la force des micro-récits, ou des petits récits, parce que micro-récits renvoie trop à quelque chose de littéraire, des petits récits pour construire ce sens. Ce que j'ai appelé là, il y a un instant, l'effet mosaïcal. Voilà. Alors peut-être que la question se pose parce que les enjeux sont grands. Notre inquiétude au monde est grande et qu'elle est nourrie par un sentiment de peur, peut-être de la catastrophe. On a vécu, pour reprendre des choses très récentes, on a vécu des épidémies, et des épidémies, parce qu'on n'en a pas vécu qu'une. On vit dans la peur de la disparition du monde, ou de la dissipation du monde. Là, on est en train de vivre avec une peur. Peut-être que ces peurs sont entretenues, etc. Peu importe. Je ne veux pas rentrer dans des discours peu importe. Il y a une inquiétude, alors, plutôt que peur, il y a une inquiétude par rapport au monde, plutôt que peur. Il y a une inquiétude. Je préfère le mot inquiétude que peur parce que il n'y a pas de repos. Voilà, Et donc, on n'a plus de cadre. Les cadres institutionnels que portaient les grands récits. Donc, il faut en inventer un ou en découvrir un. C'est pas la même chose, inventer et découvrir, mais c'est pas le lieu de faire cette distinction. Il faut qu'on s'invente ou qu'on découvre les grands récits qui nous permettent de structurer nos existences individuelles et collectives face à une inquiétude par rapport au monde. Et l'inquiétude, elle est ciblée, elle est identifiable. Hein. C'est pour ça que j'évite le mot peur. La peur peut être confuse, indéterminée. L'inquiétude, elle a toujours une raison d'être. C'est un trouble de l'âme. Donc c'est à ça que nous servent parfois les séries. Et c'est en ça qu'elles relèvent de l'illusion rétrograde du vrai. Elles donnent une configuration aux événements. Alors, c'est intéressant parce qu'il y a déjà eu, je vous l'ai dit là, via Diogène, via Vasari, il y a déjà eu des formes littéraires ou des formes narratives pour saisir ces formes d'inquiétude à l'égard du sens du monde. Marcellevitch, alors je ne sais pas si je prononce correctement, mais c'est quelqu'un qui est peu connu, et sur lequel on reviendra dans la dernière séance, parle, par exemple, pour la poésie, de ce qu'il appelle la poésie de circonstance. Bon, tel qu'on pourrait comprendre l'expression, la poésie de circonstance, c'est écrire un poème au moment du sacre de Louis XIV, etc. C'est pas de ça dont il s'agit quand il parle de poésie de circonstance. La poésie de circonstance, c'est la poésie qui, à un moment donné, par rapport à une situation du monde ou à un événement du monde, restructure dans la trame poétique, dans la structure poétique,
la possibilité de faire émerger des significations ou des organisations, une harmonie du monde. Et je pense que la série fonctionne un peu comme ça. Alors peut-être que je lui donne c'est une attention très ambitieuse que je lui donne à la série, mais vous remarquerez, ce n'est pas les contes, à chaque fois j'insiste là-dessus, ce n'est pas les contenus de série qui m'intéressent, c'est la forme série en tant que telle qui m'intéresse. Et la forme série, oui, elle fonctionne, à mon avis, effectivement comme ça, comme une configuration de sens circonstanciel, pourrait-on dire, ou d'opportunité de signification. Voilà, peut-être c'est plus ça. Donc on pourrait parler de la série comme série d'opportunités. Et on a besoin de ça aujourd'hui, des séries d'opportunités ou de rapports d'opportunités dans notre relation au monde. Opportunité voulant dire, au sens classique du terme, hein, ce qui convient à un moment donné ou à une situation donnée. Hein. Je parle d'opportunité, je ne parle pas d'opportunisme. Donc voilà pourquoi cette séance s'appelle mouvement rétrograde du vrai. Lorsque nous regardons une série, nous reconstruisons aussi des possibilités de signification. Nous armaturons, pourrait-on dire, et là on est dans les appareils de capture de l'an dernier, nous armaturons notre rapport au monde. Peut-être que, et il faudrait rentrer dans le contenu des séries, mais ça ne m'intéresse pas, parce que je n'ai pas envie de faire de la... on a vu depuis une dizaine d'années se multiplier, ce que ne faisait pas Deleuze d'ailleurs quand il écrivait sur le cinéma, des philosophies de Matrix. Bon, c'est Alain Badiou et compagnie qui s'intéressaient au contenu, etc. On a vu Gérard Wachsman écrire sur la série et s'intéresser à telle série, sur ce qu'elle contenait de particulier, sur donc les histoires qu'elle racontait et ce que ces histoires disaient sur notre manière d'être au monde. Moi, je pense que l'enjeu est l'enjeu est différent. L'enjeu, c'est que on a une forme particulière et que cette forme particulière est un appareillage idéologique, cette fois-ci au sens d'Althusser, qui nous donne un rapport de constitution au monde, et qu'il faut étudier, ce que nous sommes en train de faire depuis le début, ce rapport au monde en fonction, non pas de ce qui est raconté sur le monde, mais en fonction de ce que ça nous permet d'appréhender sur le monde. Qu'est-ce qu'on a acquis depuis? On est dans une perception disséminée du monde, ce que j'ai appelé à plusieurs reprises hétérogénéité, discontinuité, etc. Mais au niveau perceptif, nous avons un problème pour avoir une perception homogène ou continue du monde. On est donc dans une perception discontinue du monde. On est en train de redécouvrir qu'il y a un écart, je vais formuler ça autrement, on est en train de découvrir qu'il y a un écart entre nous et le monde. C'est bien, entre guillemets, ce qui se passe dans la crise écologique. Hein. Enfin, qu'on pourrait appeler écologique au sens noble du terme, etc. C'est bien ce qui se passe. On est en train de s'apercevoir qu'on est en écart avec le monde que l'on habite. Et pourtant, je vais dire une chose un peu qui va renouer le paradoxe, et pourtant ce monde que l'on habite, c'est nous qui l'avons fabriqué. Alors, on s'est éloigné de la nature, on a construit notre monde de la culture, et ce monde de la culture, on est en train de s'apercevoir qu'il ne nous convient pas et qu'on est en écart avec lui. Alors bien sûr, parce qu'il produit des crises, parce qu'il produit ceci, parce qu'il produit cela, mais je pense que fondamentalement, on est... Et je pense que nombre de penseurs l'ont déjà dit. On est dans un changement de registre. Je ne veux pas parler de crise, on est dans un changement de registre où, comme dirait Platon, il va falloir, pourrait-on dire, hein, quand je dis Platon, ne pensez pas nos problèmes, mais il va falloir changer de paradigme. Ah, paradigme, c'est un mot qui renvoie à exemplarité. Hein. Il va falloir changer de modèle, de perception et de relation au monde. Alors peut-être pas de modèle, c'est pour ça que j'emploie le mot paradigme. Il va falloir changer d'inclinaison dans notre rapport au monde. Et la série, en tant que telle, raconte
non pas les modèles qu'on va devoir, les nouveaux paradigmes qu'on va devoir construire, mais raconte plutôt cette crise. Et pour faire effet de boucle, cette crise qu'elle nous raconte, c'est que le fait, je reprends ma métaphore du bégaiement, mais d'une autre manière, c'est qu'on bute sur le même caillou. Alors là, c'est une métaphore plutôt que le bégaiement de Gerashim Lucas, c'est les personnages de Beckett, on bute sur le même caillou. À chaque fois, volontairement ou involontairement, nous avançons et nous butons sur le même caillou. Et ce même caillou, c'est ce rapport au monde, ce rapport à l'événement. Et à l'événement pur qui est notre présence au monde ou notre construction au monde. Alors comment faire ? Non pas comment faire, parce que je ne fais pas de politique, donc je ne vais pas vous proposer une solution pour sauver l'humanité, mais il s'agit de penser, et là je reprends des éléments qui vont permettre de faire la conclusion la prochaine fois. Comment faire ? Alors, j'ai envie de dire, on avait depuis tout à l'heure, c'est-à-dire depuis le début du cours, pourrait-on dire, une forme de solution possible. J'ai parlé de rengaine, de répétition. Je pense que, et ce sera l'objet final de la conclusion, je pense qu'un des éléments de réponse tient dans la notion de refrain. Alors, comme vous avez vu aujourd'hui, je suis dans ma période, je fais des fautes de français, je vais faire une autre faute de français qui est une faute d'orthographe. Refrain, nous allons l'écrire R-E-F-R-A-I-N, mais nous allons aussi l'écrire R-E-F-R-E-I-N. Pour deux raisons. Première, purement étymologique, le refrain avec un A nous renvoie à l'idée d'une reprise, ce que nous avons déjà retrouvé, ce que nous avons déjà pensé, à la notion d'épisode dont on a parlé à propos de la dramaturgie grecque, plus exactement des formes structurelles de la tragédie grecque. Et le refrain avec un A, c'est aussi donc ce qui se répète, mais parce que entre-temps, quelque chose est arrivé aussi. Refrain suppose un couplet, si je puis dire, un couplet qui raconte quelque chose. Je reprends mon exemple initial de la chanson d'Edith Piaf, c'est toujours la même histoire, l'histoire d'un gars qui rencontre une fille, etc. Vous écoutez les couplets, vous voyez se développer ce qui arrive à ce couple, et à chaque fois, le refrain vient, c'est toujours la même histoire, etc. Ou vous prenez une autre chanson aussi qui est d'une forme narrative un peu identique, toujours d'Edith Piaf, moi j'essuie les verres au fond du bistrot, j'ai bien trop à faire pour pouvoir rêver, c'est ce refrain qui revient sans arrêt, le même vient altérer la différence qui est introduite dans les couplets et apporter quelque chose de nouveau. Alors c'est intéressant, parce que ça veut dire que le refrain est à la fois, dans sa stabilité, ce qui va ordonner et structurer la signification de la mobilité, de la fluidité. Je vous ai dit que une des choses dont était révélateur la série, c'est aussi notre peur de la prolifération. Donc elle va stabiliser, le refrain sert à stabiliser, d'une certaine manière, le flux qui arrive. Donc comme des pauses et des scansions qui vont permettre de poser et de donner signification, mais aussi, alors on peut voir ça aussi, toujours le refrain avec un A, comme une forme de rupture. On a besoin de faire rupture, tout ce que j'appelais scansion, et c'est l'étymologie d'ailleurs du mot refrain, AIN, c'est le fait de faire rupture, ce qui vient briser la fluidité qui nous inquiète, et le refrain fonctionne comme une déchirure de ce mouvement, enfin déchirure c'est pas le bon mot, comme une brisure plutôt, comme un morcellement de ce mouvement continu, de ce fluide qui nous fait peur, etc. Donc, il devient donc, refrain avec un EIN, comme un frein qui fait retour, un frein qui arrête le mouvement des choses et nous permet de penser. Donc, manière dont on fait pause dans le monde. Donc cette idée de refrain,
est quand même une manière qui nous permettrait de penser notre rapport au monde et à l'intérieur de la série, ou de ce que se construit comme rapport au monde à l'intérieur de la série. Deuxième chose, j'ai dit, et on finira là-dessus parce que ça va être la conclusion, on a beaucoup parlé de la notion d'événement. Alors je vais lui donner aujourd'hui un petit contenu parce que normalement, tout devrait se structurer dans la dernière séance. Je suis d'accord avec un grand historien qui s'appelle Paul Venn pour dire les faits humains sont choses rares. Quand Paul Venn écrit ça, il s'intéresse à la philosophie de Michel Foucault et il dit, voilà, Foucault, plus qu'un historien, plus qu'un philosophe, est un vrai historien. Parce que Foucault a compris et il a mis en évidence, c'est ce j'essaierai de vous montrer dans la dernière séance, il a mis en évidence cette chose toute bête, que les faits véritablement humains, alors c'est moi qui rajoute véritablement humains, mais que les faits humains sont rares. Qu'il y a une rareté des faits humains. C'est ça un événement. C'est quand, pour nous, en tout cas, pour nous en tant qu'êtres humains, c'est quand il arrive qu'un fait soit véritablement humain. Donc il faudra s'interroger sur ce fait humain. Et pourquoi, dans la série, il peut être aussi question de ce fait humain. À mon avis, il n'en est pas question. Il s'agit d'un événement vide d'humanité dans la série. Ou d'une inhumanité en attente, peut-être. Et il va s'agir pour nous, et qu'il s'agit déjà pour nous, de repenser la rareté des faits humains. Alors, rare, ça ne veut pas dire peu nombreux. Hein. Ça ne veut pas dire uniquement, soyons précis, ça ne veut pas dire uniquement peu nombreux. Ça veut dire qu'en tant que tel, les faits dont on va pouvoir dire qu'ils sont véritablement humains sont des faits exceptionnels. Être une exception, ce n'est pas un privilège, c'est une situation. C'est qu'ils prennent dans l'ordre des choses, ou dans l'ordre des événements, mais qu'ils prennent dans l'ordre des choses ou dans l'organisation structurelle du monde une place particulière qui va permettre d'articuler des relations particulières. Exceptionnel, ne voulant pas dire exciper, c'est-à-dire sortir de l'ordinaire, mais veut dire, en étant dans l'ordinaire, organiser l'ordinaire. Que les faits humains soient rares, c'est aussi que la signification, puisque c'est un des enjeux, le mot signification est un des enjeux d'aujourd'hui, et aussi le fait qu'ils produisent une forme d'expérience compréhensive ou d'intelligence ou d'intelligibilité du monde. Alors là, les faits humains sont rares, on aura à voir ça en conclusion, par quelqu'un qui est peut-être un des philosophes de la série, via Walter Benjamin, c'est qu'il y a peu d'événements historiques. Il y a peu d'événements qui font histoire. Et que la série, malgré sa tentative de nous parler de l'événement, en fait, lisse l'histoire. Donc elle rabat tous les événements les uns sur l'autre. Et que peut-être aujourd'hui, il va falloir penser, c'est pour ça que je fais référence et à Foucault et à Benjamin, il va falloir penser l'histoire, je reprends une expression de Walter Benjamin, à rebrousse-poil. Plutôt que de lisser l'histoire, il va falloir redresser les poils de l'histoire. Et à ce moment-là, on va s'apercevoir qu'il y a des trous, une calvitie, pourrait-on dire, de l'histoire, des zones où il n'y a pas de cheveux, et que c'est peut-être ces zones-là qui vont nous intéresser. Alors voilà, on arrive au terme de notre cheminement, on va ressaisir tout ça,
vous avez bien compris que l'idée, c'était pas de vous raconter, j'insiste encore là-dessus, puisqu'il me reste quelques secondes, l'idée, ce n'est pas de raconter les séries, mais de voir ce que c'est que la forme idéologique de perception que produit la série. Donc, dans la dernière séance, on va voir les éléments que je viens de vous dire, et je voudrais qu'on finisse là, sur cette annonce peut-être un peu prématurée. Il est question, derrière tout ça, je reviens sur ces mots que j'ai employés à plusieurs reprises dans les séances, de désir et d'attention. Non pas de contenu idéologique, au sens contenu de signification, contenu politique, il y a aussi, derrière tout ça, quelque chose qui se joue avec notre désir d'être au monde et notre désir d'être attentif au monde. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ce désir d'attention au monde ne passe plus par les faits réels, il passe par des faits construits dont la série est une des modalités. Je vous disais, c'est ce que disait Walter Benjamin aussi, Benjamin, ce qui nous intéresse dans les récits, c'est non plus qu'ils nous racontent des expériences, mais qu'ils nous racontent des informations. Et que du coup, on n'a plus rien à partager à partir du moment où les récits ne deviennent que des comptes rendus de faits.